Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la 5e saison du Camp de base, l'émission des rencontres au sommet. Peut-être qu'il vous est apparu qu'en juin, j'ai disparu. On avait encore pas mal de choses à se dire, mais malheureusement, je ne peux plus suivre la parution hebdomadaire du podcast. Ça m'a posé beaucoup de questions. Je me suis demandé si je devais arrêter, si je devais continuer. Il s'avère que j'ai commencé en 2022 et que j'ai quand même très envie de continuer à vous parler régulièrement. Et j'ai donc pris la décision de réduire le rythme des parutions. Et donc le Camp de base va devenir une émission mensuelle. Donc vous pourrez la retrouver tous les derniers lundis du mois. On commence en septembre et puis ce sera jusqu'en juin. Voilà, pour cette 5e saison. Je commence donc la saison 5 avec une pionnière, une première de cordée. J'ai nommé Martine Reland, qui devient en 1983 la première femme guide de haute montagne en Europe. Tous les médias s'intéressent alors à elle. Merci beaucoup à Gléna de m'avoir envoyé le livre et d'avoir facilité les échanges avec Martine, qui me fait donc aujourd'hui le plaisir d'une rencontre. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce camp de base et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Martine. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour être la première invitée de cette 5e saison du camp de base. Les auditeurs avaient déjà pu vous entendre dans une petite capsule sur l'himalayisme en lien avec les 70 ans de la conquête de l'Everest. Alors la première question que je pose toujours à mes invités du camp de base, c'est la suivante. Il est où, vous, votre camp de base, et qu'est-ce qu'on y retrouve pour que vous vous y sentiez bien ? Alors, mon camp de base, depuis quand même une bonne trentaine d'années, même peut-être 40, il est à Briançon, dans les Hautes-Alpes. Voilà, bon, on a construit notre maison avec mon mari et bon, disons que c'est un peu le point d'attache parce que bon, j'ai d'autres centres. Bon, j'ai un petit chalet du côté de Puy-Saint-Vincent à presque 2000 mètres d'altitude où j'ai passé pas mal de temps. C'était un gîte et bon, maintenant il est fermé, mais disons que c'est quand même un endroit encore où j'aime bien me ressourcer parce que c'est en montagne, c'est un endroit magnifique. Et puis aussi maintenant, je vais souvent plutôt vers la mer. Hein, j'ai des envies de mer, donc vers les Calanques où on a pris aussi un petit point d'attache. Voilà. Superbe, donc vous répartissez votre temps entre ces 3 lieux. Voilà, maintenant que je suis quand même un peu à la retraite, donc je n'ai plus une obligation d'être forcément à Briançon. Et c'est vrai que Briançon, j'aime bien y être parce que je fais du ski, bon, on est quand même en montagne, c'est un endroit qui est beau. Mais après, j'ai un peu la bougeotte aussi, donc j'aime bien aller un petit peu dans d'autres endroits pour continuer à faire de l'escalade, à découvrir d'autres endroits, plus pour l'escalade ou disons même pour voyager. Alors, votre vie, elle n'était pas forcément tournée vers les sports de montagne. Gléna m'a procuré votre livre gracieusement et très gentiment. Je les remercie d'ailleurs. Vous dites dans votre livre, ma mère me pousse à choisir le secrétariat comme métier parce que pour elle, il mène à tout. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de votre enfance et de là où vous grandissez ? Voilà, j'étais du côté de Grenoble. Bon, j'étais pas forcément dans un milieu de montagne. Bon, mon père avait envie de faire de la montagne et aimait beaucoup la montagne, mais bon, il en a jamais tellement fait. Et en fait, tout a basculé un peu autour de 20 ans quand j'ai rencontré mon futur mari, qui lui déjà était aspirant guide. Et c'est lui qui m'a quand même initié à l'escalade, au ski de randonnée, à l'alpinisme. Donc, je suis arrivée quand même relativement tard dans ce milieu. Mais vous aviez déjà beaucoup la bougeotte parce qu'en fait, vous décidez très vite de faire de la voltige. Oui, alors ça, c'était un peu le rêve de mon adolescence, hein, de faire du parachutisme. Donc, c'est un peu de ce côté-là que je m'étais destinée avec quelques amis, ma sœur. Disons que c'était un peu un rêve d'enfance, enfin, plutôt d'adolescence,
Et après, la montagne est arrivée. Et alors là, ça a été un peu un bouleversement parce que c'était difficile de concilier les deux dans un niveau assez intéressant. Je faisais déjà de la voltige, c'était déjà dans un niveau intéressant en parachutisme. Mais du coup, il fallait y consacrer du temps. Et bon, en même temps, à 20 ans, en étant un peu amoureuse aussi d'un guide, bon, voilà, j'avais envie aussi de découvrir tout ce qu'il allait me faire découvrir. Donc, j'ai laissé un peu tomber le parachutisme à ce moment-là pour me consacrer vraiment à l'alpinisme, l'escalade, le ski. C'est devenu vraiment notre manière de vivre avec mon mari. Et oui, vous y passez beaucoup, beaucoup de temps. Alors, est-ce que vous avez un souvenir, un premier souvenir de montagne avec Jean-Jacques que vous souhaitez nous raconter? Dans le livre, vous racontez notamment comment est-ce que vous avez réchappé d'une avalanche tous les deux dans une des premières courses que vous faites. On n'était même pas mariés encore, on se connaissait à peine. Pour les vacances de Noël, on était partis faire un petit raid à ski tous les deux. Et donc, on couchait sous une petite tente. On était du côté des Hautes-Alpes, là. Bon, à ce moment-là, on n'y habitait pas, bien sûr. En démarrant le matin, durant la balade, à un moment précis, là, on a senti, en traversant une sorte de combe, que la neige s'écroulait un peu. Ça fait ouf. Ça, disons, c'est des signes que la neige se tasse. Et à ce moment-là, tout le cirque de neige s'est détaché et s'est précipité vers nous. Donc, c'était une avalanche de poudreuse avec beaucoup de fumée, de petits cristaux de neige. Et là, on a vraiment vu notre dénominateur arriver et on s'est serré l'un contre l'autre, on s'est retourné pour pas recevoir les flocons. Et puis, en fait, l'avalanche, elle s'est séparée en deux, juste un petit peu au-dessus de nous parce que on était dans une sorte de vallon et elle est passée de chaque côté de nous. Et voilà. Et du coup, on en a réchappé, mais on était pris quand même dans l'avalanche. On avait du mal à respirer. On était complètement intoxiqué par la neige. Et puis en même temps, on n'en revenait pas d'être encore vivant à ce moment-là. C'était notre première expérience de la neige et des avalanches, parce qu'après, il y en a eu beaucoup d'autres. Mais celle-là, elle nous a marqué parce que voilà, disons que ce jour-là, on aurait pu finir tous les deux notre vie et puis après, rien ne serait plus passé pareil. Exactement. Alors quand vous dites passer pareil, vous êtes quand même précurseur dans le domaine et notamment pour les femmes, hein, puisque vous ouvrez la voie. Vous êtes la première femme diplômée guide de haute montagne en France en 1983. Quel est le déclic en fait pour quitter ce secrétariat? Alors vous dites, hein, c'est très rigolo d'ailleurs dans le livre, vous dites encore une matinée où je serai en retard au travail parce que vous êtes coincé dans la neige, vous avez du mal à redescendre des sommets Oui, pour arriver à Grenoble. alors déjà, le secrétariat, ça n'était plus qu'un épisode parce que entre-temps, avec mon mari, nous étions installés dans les Hautes-Alpes, dans la petite station de Crévoux, où nous dirigions la station et un centre d'hébergement. Donc là, déjà, j'avais commencé un petit peu de retour plus vers la montagne. Donc ça a été des années. On était quand même assez libre dans le printemps et l'été. On travaillait beaucoup l'hiver. Ça nous a permis de faire beaucoup de courses, de faire des expéditions. Disons qu'on s'est fait l'un à l'autre aussi parce qu'on avait l'habitude donc de faire la cordée ensemble. Hein. Donc, bon, mon mari au départ, il m'a tout appris, puis petit à petit, moi, j'ai pris ma place aussi dans la cordée. Et donc, au cours des années, après, bon, moi, j'ai eu envie d'avoir un métier encore plus vraiment dans la montagne qui me permette de faire partager la passion que j'avais pour la montagne parce que c'était un style de vie. Moi, j'avais vraiment envie de le faire partager à d'autres personnes. Et je pensais que j'avais à peu près le niveau. Je voyais un peu nos amis guides autour de nous et je me suis dit, bon, bah, tu dois avoir le niveau pour aller faire ça. Par contre, il n'y avait encore pas eu de femmes qui avaient réussi, en tout cas, à faire cette formation et à devenir guide de haute montagne. Donc, ça a été quand même une petite révolution au départ parce que j'étais un petit peu la bête de cirque qu'on a regardée. Quand on veut commencer la formation, on a
un premier barrage qui est donc le probatoire. Et le probatoire, tout le monde peut aller regarder. Il n'est pas fermé dans un endroit clos. Donc, moi, j'ai été quand même un petit peu vraiment regardée par tout le monde, aussi bien par les journalistes que par tout le milieu de chamoniards, tous les gens qui faisaient de la montagne et que ça se passe pendant l'été. Donc, en fait, j'ai eu une pression quand même assez difficile à supporter. Voilà. Bon, j'ai réussi quand même à passer cette épreuve, hein, mais après, c'était plus facile pour moi dans les stages parce que bon, c'était quelque chose que j'avais l'habitude de faire et même si j'ai été quand même testée beaucoup plus, je pense, qu'un garçon au départ, les tests ont été assez positifs et tout de suite, bon, j'ai été considérée après comme un stagiaire ordinaire, alors qu'au départ, j'étais quand même un petit peu regardée d'une façon un peu bizarre par les professeurs de l'École nationale de Chamonix. Quand vous commencez la voltige, votre mère a peur pour vous, hein, elle n'a pas du tout envie qu'avec votre sœur, vous vous lanciez là-dedans. Quel a été le point de vue de votre famille sur ce style de vie, sur ce nouvel examen, cette nouvelle étape, quand tout le monde vous regarde, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors, eux, bon, je pense qu'ils se sont fait à l'idée. C'est sûr qu'ils n'étaient pas partis pour avoir une fille qui faisait ça, hein. Mais bon, je pense qu'ils ont été assez fiers, certainement. Et puis, bon, ils m'ont laissé un peu faire ce que j'avais envie. De toute façon, ils avaient quand même confiance en moi. Et avec mon mari, on a toujours fait beaucoup de choses ensemble. En général, ça s'est passé pas trop mal. Bon, on a eu quelques épisodes un peu douloureux et compliqués, hein, en montagne, ça arrive quand même souvent. Mais bon, ils ont été quand même assez favorables et voilà, disons, à cette vie que j'avais choisie. Ils ont accepté parce que c'était celle que j'avais choisie. Pour que les auditeurs et auditrices là, se rendent bien compte, la formation de guide, elle a évolué hein, depuis 1983, mais c'était déjà quelque chose de très dur, très compliqué, très long. Il faut être fort en tout, il faut être fort en alpinisme, il faut être fort en escalade, il faut être fort en lecture de cartes, il faut être fort en pédagogie, il faut être fort en ski de rando, il faut être fort en descente, il faut pouvoir sortir quelqu'un d'une crevasse. Bon, je vais pas faire toute la liste parce qu'on pourrait passer 1 heure là-dessus. Elle ressemblait à quoi la formation dans les années 80, celle que vous avez passée, et combien de temps vous avez mis pour arriver au bout de cette formation? Tout ce que vous avez dit, on l'avait dans la formation, hein, ça se passait dans des stages. Et les stages, il y avait d'abord le stage d'aspirant guide qui permettait au bout du stage d'être déjà semi-professionnel. Disons qu'on pouvait monter à une certaine altitude, on pouvait aussi encadrer un peu, disons, le bout de la formation. Il fallait faire une expérience un peu professionnelle pendant 2 ans. Et ensuite, on avait le dernier stage qui était le stage de guide. Et là, bon, bah, il y avait encore des examens et des mises en situation avec des stagiaires. Par contre, moi, à l'époque où je l'ai passé, c'était la dernière année où le ski de rando n'était pas noté, hein. On a eu un stage en ski de randonnée, mais il ne comptait pas dans la formation finale. Ça c'est une étape qui a été rajoutée par la suite pour les guides. Mais sinon, c'est à peu près la même chose qui se passe maintenant, sauf que peut-être il y a un peu plus de stages théoriques qui se passent même l'hiver. Et puis du fait qu'il y a le ski, il y a aussi tout ce qui concerne la neige, les avalanches, et tout ça, qui était fait assez rapidement à notre époque. Et est-ce qu'il y a une discipline tout de suite qui vous plaît et vous vous dites ah ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît et au contraire quelque chose qui vous déplaît? Alors moi, disons que ma partie préférée, c'était l'escalade rocheuse, hein, bon. Et après, j'y ai consacré quand même beaucoup de temps, aussi bien avec des clients qu'avec des jeunes, qu'avec des clubs dans mon travail. Donc, c'était déjà un peu mon point fort parce que j'avais un bon niveau en escalade. Après, ce qui me plaisait moyennement, c'est ce qui concerne les cascades de glace, hein, donc, passer des heures à attendre dans des murs de glace où il fait froid, où c'est humide. Bon, ça n'a jamais été mon truc préféré. J'en ai fait quelques-unes, mais disons que ça remplace pas l'escalade et tout ce que ça amène. Vous parliez tout à l'heure de cette vague médiatique. Dans votre livre, vous faites un peu l'état des gros titres, Madame la guide,
Elle peut vous conduire au sommet, une pionnière, mais aussi une maman qui monte, la première guide, la montagne au féminin. Difficile ascension pour la première femme guide. Les journalistes, ils ont été sympathiques avec vous? Alors, il y a eu de tout, hein, comme partout, quoi, hein. Il y en a qui ont été sympathiques et qui m'ont soutenue. Et puis, il y en a d'autres qui étaient très dubitatifs sur le fait qu'une femme puisse s'occuper de ses clients aussi bien qu'un homme, hein, parce que voilà, c'était les gros muscles, hein, et puis est-ce qu'on est capable, hein, de sortir le client d'une crevasse, etc., quoi, hein. C'était toujours les arguments. Alors, c'est vrai qu'il y avait un milieu dans la vallée de Chamonix qui était assez peu enclin à accepter une femme au métier de guide. J'ai commencé en 1979. On était encore dans une époque où beaucoup de guides étaient des agriculteurs qui faisaient le guide pendant l'été. Il y avait assez peu de jeunes guides venus des villes. Bon, c'était en train d'arriver, mais à ce moment-là, c'était encore le métier un peu traditionnel, hein, du guide. Mhm. Après, ça s'est plus démocratisé. Et puis, entre le moment où j'ai passé l'examen probatoire et que je suis devenue vraiment guide, c'était en 1983. Ce qui s'était passé, c'est que Mitterrand était passé au pouvoir. Il y a eu une sorte de libération de la femme et de vouloir un peu donner aux femmes les mêmes droits que les hommes. Et c'est vrai que je pense que c'était le moment où ça pouvait réussir. Avant, c'était plus difficile, certainement. Mais là, ça a été une période où beaucoup de métiers qui n'étaient pas ouverts aux femmes sont devenus possibles pour les femmes. Donc là, c'était la vague de l'émancipation de la femme. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce que vous dites que vous recevez beaucoup de courriers en fait de ces femmes. Oui. Et oui, bien sûr, il y a beaucoup de femmes, soit qui faisaient déjà un petit peu de montagne, ou, bon, disons, admiratives. À cette époque-là, il y avait peu de femmes qui avaient un très bon niveau en alpinisme, hein. Souvent, c'était des femmes qui accompagnaient leur mari. Elles ne partageaient pas forcément toute la responsabilité de la cordée. On n'en connaissait pas tellement, hein, en France et dans les Alpes. Maintenant, ça a complètement changé. Comme guide, il y a quand même maintenant au moins une quarantaine de femmes qui sont guides. Mais souvent, elles ont quand même un très bon niveau. Et puis, bon, elles font parler d'elles. Elles font des expéditions, elles réussissent des trucs super, quoi. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de femmes du tout dans ces créneaux-là, quoi. C'était la question suivante que j'avais envie de vous poser. Dans votre livre, vous parlez effectivement voilà, du fait que vous êtes aspirant guide, donc vous commencez à prendre des clients et puis ensuite vous réussissez le guide en 1983, donc ça y est, vous êtes guide de haute montagne. Et vous parlez aussi des différentes expéditions que vous faites, notamment avec votre mari, un peu aux quatre coins du monde. Donc effectivement, votre métier vous permet d'avoir les activités que vous souhaitez quand vous le souhaitez. Oui. Comment est-ce que vous choisissez d'abord les endroits du monde que vous avez envie de découvrir? Est-ce qu'il y a des tendances dans les années 80, 90, des choses à ne absolument pas manquer quand on fait de l'alpinisme? Bon, il y a toujours eu des trucs un peu à la mode, hein, mais dans les premières années, on a fait des expés dans les Andes. C'était pas très connu à l'époque, mais ça permettait de faire des sommets encore pas trop hauts. La haute altitude, c'était pas très connu, hein. Les grands sommets de l'Himalaya, il y avait encore peu d'expéditions. Et nous, ça nous a permis d'acquérir une expérience, hein, dans ces expéditions dans les Andes. Et puis, on en a fait une quand même en Alaska, là, au mont McKinley, qui est le plus haut sommet d'Amérique. Et ça a été une expérience parce que on a été seul pendant 3 semaines à peu près. On a fait un sommet qui culmine à plus de 6000 mètres, en vivant vraiment la vie de la montagne pendant 3 semaines, en couchant donc plus ou moins dans des crevasses, en recevant des tempêtes. Disons qu'on a fait une grande voie de 3000 mètres de dénivelé qui nous a menés au sommet du mont McKinley. Donc ça a été une expérience qu'on a fait à deux, à une époque où il y avait bien sûr pas de radio, pas de moyens de demander des secours.
où on était vraiment largué, complètement seul. Maintenant, ce qui a changé, c'est que bon, beaucoup d'expéditions, non seulement peuvent être médiatisées, mais il y a des radios, on connaît une météo, alors qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Il y avait peu de personnes qui avaient fait ces sommets, donc on n'avait pas tellement de renseignements non plus. Alors que maintenant, il suffit d'ouvrir Internet et on a tous les renseignements qu'on veut. Donc ça a été des années où c'était plus de la découverte un peu. Quand on partait en expédition, c'était dans des endroits qui étaient souvent mal connus et que on a découvert un peu comme ça en y allant. Alors après, nous, on a eu envie de faire des sommets beaucoup plus hauts. On a fait une expédition en Himalaya pour faire le sommet du Broad Peak, qui est à 8050 mètres. Hein. En Donc là, c'était 1984. voilà, c'est en 84. Et bon, c'était un peu pour se tester, voir si on était capable de monter en altitude, parce qu'on n'avait pas du tout l'expérience encore de la haute altitude. Et c'était des années encore où c'était ces expéditions, on mettait du temps pour les préparer. Moi, j'ai mis peut-être 1 an et demi pour préparer cette expédition et celle du K2 après, où on est parti en 87. Voilà, il fallait demander une autorisation qu'on avait ou qu'on n'avait pas, parce que le sommet était réservé pour nous pendant 1 mois ou 2 mois. Il n'y avait que notre expédition. Alors que maintenant, disons qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Les pays himalayens ont ouvert leur sommet à beaucoup d'expéditions. Et du coup, ça leur fait de l'argent, bien sûr, parce qu'il y a des royalties qu'ils encaissent. Mais disons qu'à l'époque, on était quand même assez seul sur la montagne. Fallait tout faire. Il fallait monter le matériel, installer des camps, redescendre, s'acclimater. Et c'était il n'y avait aucune corde fixe, bien sûr, en place. Donc, c'était une aventure complète. Et ça, ça nous plaisait aussi à nous à l'époque. Hein. Je pense qu'on aurait difficilement accepté de monter avec des porteurs ou des Sherpas qui nous montrent le matériel, arriver dans des camps déjà installés, utiliser des cordes fixes pour monter. Non, disons que là, c'était notre expédition et c'était une aventure. Voilà, et ça nous plaisait beaucoup. Hein. D'ailleurs, il y a un passage de votre livre que j'ai relevé, que j'ai trouvé très poétique, que je propose à nos auditeurs. Je réalise alors notre isolement dans ces immensités immaculées. Pas une trace. Nous sommes absolument seuls. Je ressens une profonde jouissance physique et traverser dans cette poudre est un pur bonheur d'être là et d'être engagé dans cette aventure. Tout à coup, dans un grondement de tonnerre, une gigantesque chute de sérac dévale les versants abrupts du glacier. Tel un champignon atomique, l'avalanche de poudre envahit la vallée et nous redonne la véritable dimension des montagnes. On parle du Denali, Oui, en Alaska. oui. On a passé 3 semaines, mais complètement seuls. 3 semaines complètement seules, mais avec une très très grosse préparation en amont. De plus en plus fleurissent à droite, à gauche et surtout dans les Alpes des gros festivals de films de montagne. Souvent, on finance une expédition avec des partenaires qui donnent du matériel, qui financent un film. Comment est-ce que vous arrivez à financer vos expéditions ? Alors, à part l'expédition qu'on a fait au K2, parce que bon, là, il y avait quand même une grosse organisation. Toutes les autres, on les a financées nous-mêmes avec notre salaire. Enfin, on n'a pas fait des voyages qui ont coûté les yeux de la tête. Hein. On partait avec notre matériel. On réussissait à faire un peu des coups, à passer des affaires en bagage à main, etc. Enfin, c'était la débrouille tout le temps parce qu'on n'avait pas d'argent et qu'en plus, on n'a jamais ni fait des films, ni être parti dans des conditions où on pouvait avoir de l'argent. Alors, c'est sûr que quand on a voulu faire cette expédition au K2, et ça a été un petit peu, pour moi, c'était un peu un objectif, hein, parce que bon, j'ai été chef d'expédition dans cette expédition. Là, il a fallu quand même réunir de l'argent, parce que le K2, il y a 15 jours de marche d'approche pour arriver au camp de base. Et il faut des porteurs même si on part, on était 6 alpinistes, il nous a fallu plus de 100 porteurs
pour arriver au camp de base pour 6 alpinistes, parce qu'on restait un mois au camp de base. C'est ça qui coûte de l'argent. Et ça a été vraiment la période où il a fallu trouver un peu des sponsors. Mais sinon, pour le reste, eh ben, c'était un peu la débrouille. Et puis, on n'avait pas envie non plus d'avoir des objectifs où on était un peu enfermé et il fallait absolument réussir. Hein. Bon, voilà, on partait et si on réussissait pas ce qu'on avait prévu, bah, c'est pas grave. Hein. De toute façon, on n'avait pas on n'annonçait pas à l'avance ce qu'on allait faire. Hein. C'est un peu différent de maintenant. Parfois un peu plus pratique, effectivement. Oui, et oui. La question, c'est aussi la question de la mémoire. Moi, j'ai trouvé vos récits détaillés et très précis. Donc, vous faites pas de film. Est-ce que vous faites de la photo? Est-ce que vous écrivez un peu tous les jours pour vous rappeler? Comment est-ce que ça se passe Oui, Est-ce que bon, vous gardez? à l'époque, bien sûr, on faisait des diapositives, hein, mais on en avait pas mal. Mais moi, j'ai toujours un peu écrit, toujours un petit peu ce qui se passait. Hein, je faisais un petit peu un journal. Donc, c'était important pour moi de garder un peu une trace. Et donc, voilà, c'est ce qui m'a permis après de pouvoir de redonner tous ces souvenirs, parce que c'est des souvenirs qui étaient, pour certains, qui étaient assez anciens. Hein. Ce qui transparaît aussi dans votre livre et dans votre vie d'alpiniste, c'est aussi cette soif d'échanger avec les autres. Et j'en veux pour preuve les guides pakistanais. En 1985, voilà, votre mari, il encadre un stage de formation des guides pakistanais grâce à votre ami Jean-Pierre Fraisafond du groupe de haute montagne. J'imagine que vous vous imprégnez aussi des cultures d'autres pays quand vous partez comme ça en expédition à l'autre bout du monde. Alors, bon, le Pakistan, c'est quand même un peu spécial. Hein, bon, je n'étais pas envoyée vraiment en mission là-bas. Comme j'accompagnais mon mari, je lui ai donné un coup de main dans ses stages. J'étais quand même une femme au Pakistan, dans un milieu musulman. Bon, je n'ai pas forcément été très bien accueillie, du moins par les officiels. Par contre, après, les stagiaires sur le terrain, bon, ben, ça s'est bien passé parce que quand on est en montagne et qu'on a quelque chose à leur apprendre, eh ben, si les gens sont intéressés, en général, ça se passe bien. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on avait quand même des stagiaires qui n'avaient pas une grosse condition physique, qui n'étaient pas vraiment préparés à ce genre de stage. Donc, ça a été un petit peu difficile quand même. Voilà. Mais j'ai eu d'autres expériences, mais celle du Pakistan est quand même un peu spéciale quand même. Vous baladez à Rawalpindi, j'espère que je le dis bien, Oui. qui est une ancienne capitale donc du Pakistanais, et vous dites qu'il grouille d'habitants, mais il n'y a pratiquement aucune femme dans les rues. Sinon, complètement voilées, j'ai de la peine pour elles, mais surtout de la colère contre ce monde masculin qui les opprime. Au matin, il n'est aussi pas rare de trouver des cadavres humains sur les trottoirs qui sont évacués par des camionnettes spéciales. C'est quand même particulier, hein? Oui, c'est un pays de toute façon qui était très sous-développé à l'époque, avec une société qui était fermée pour les femmes. Hein. On ne voyait pas de femmes du tout. Et c'est vrai que moi, en tant que chef d'expédition pour le K2, j'ai pas été toujours dans des conditions faciles parce que disons que disons que toute la hiérarchie masculine du pays était assez opposée aux femmes. Hein. Et bon, toutes les expéditions avaient une officier de liaison qui est remis. Enfin, c'est une personne qui nous accompagne, qui normalement doit nous aider dans nos démarches, etc. Mais là, l'officier de liaison qu'on avait, il m'adressait pas la parole. Hein. Il passait par notre médecin, hein, qui était un homme. Donc voilà, mais lui, il pouvait pas supporter que une femme dirige une expédition comme ça. Ça, c'était pas pour lui, c'était pas possible. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, effectivement, on rappelle, hein, il y a 44 femmes en 2025, si je ne me trompe pas, qui sont en France guides de haute montagne diplômées. Oui, Premièrement, est-ce que vous avez des liens avec ces femmes et peut-être avec l'ENSA? Parce que j'imagine que même si on est tous des êtres humains, qu'on soit des hommes ou des femmes, peut-être qu'il y a des choses qu'on pense différemment. Ouais, enfin bon, de toute façon, le métier, il a quand même évolué. Hein, et
Bon, c'est sûr que maintenant, c'est admis il y a des femmes qui fassent ce métier. Donc, bon, moi, j'en connais plusieurs, on échange. Je pense que elles ont leur manière de travailler qui est certainement peut-être différente de celle que j'ai eue, mais en tout cas, maintenant, elles sont quand même bien intégrées dans la profession, hein, et ça, c'est quand même si elles restent encore assez peu nombreuses, elles sont quand même bien intégrées maintenant dans la profession, hein, ça, c'est sûr. D'accord. Et alors, comment est-ce que donc vous faites des courses? Moi, il y a la question que je me posais, c'est vous avez fait peu de choses dans l'Himalaya, au Népal. Il y a de plus en plus une frénésie là pour arriver au sommet de l'Everest. On voit ces embouteillages. On parle là d'y aller très très vite sans s'acclimater. Avec des méthodes spéciales, on parle de bouteilles d'oxygène. Quelle vision vous avez de ça et justement de cette nouvelle soif de performance en montagne pour aller toujours plus loin, toujours plus haut et surtout en faisant Bah, toujours plus vite? disons que bon, il y a plusieurs choses. D'abord, ça s'est ouvert, comme je disais tout à l'heure. Bon, le Népal ou le Pakistan, ils ont ouvert leur montagne pour faire de l'argent. Donc, il y a énormément de monde qui y va. Et du coup, ça s'est très structuré, et notamment au Népal avec les Sherpas, hein, qui ont pris ça en main et qui maintenant organisent les moindres expéditions, c'est-à-dire qu'ils installent des camps, des cordes fixes déjà pour passer toutes les difficultés, hein, surtout sur l'Everest, il y a la cascade de glace qui est un passage un peu compliqué techniquement et qui est équipé en permanence par les Sherpas. Ils installent des camps d'altitude et disons qu'ils prennent en charge les personnes pour leur porter leurs affaires, disons, les amener le, 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 le plus possible vers le sommet. Mais bon, des fois, c'est des gens qui ont très peu d'expérience en montagne et qui en font un objectif comme ça, de faire le plus haut sommet du monde. Mais je veux dire, ça rime pas à grand chose. Enfin, pour moi, c'est pas de l'alpinisme, hein, c'est de l'organisation de voyage, quoi, hein. Alors bon, c'est sûr que c'est difficile, il fait froid, ça demande quand même après sur place d'avoir quand même d'en baver quand même un peu. Mais enfin, je veux dire, c'est un voyage organisé. Donc ça, je veux dire, pour moi, ça m'intéresse pas. Disons que j'aurais pas voulu m'engager dans des, dans des voyages comme ça avec des clients, par exemple. Non, disons que bon, moi j'ai toujours aimé en montagne un peu justement l'aventure, des endroits où il n'y a pas grand monde. Bon, c'est beau, mais disons que c'est aussi parce que c'est encore préservé. Il n'y a pas des tonnes de nourriture, de déchets au pied, des camps de base qui sont sur des centaines de mètres. Bah, bon, disons que c'est une vision de la montagne qui est absolument terrifiante et à laquelle je n'adhère pas du tout. Alors après, il y a aussi un autre, une autre manière qui est de faire des horaires. Voilà. Disons que maintenant, on peut dire que souvent les grimpeurs de très haut niveau, bah, ils n'ont plus grand-chose à faire parce que toutes les voies elles ont déjà été faites. Donc, ce qu'ils cherchent à faire pour se démarquer, ben, c'est d'aller le plus vite possible, de faire des horaires qui soient après répertoriés comme le meilleur, etc. Donc ça, bon, c'est une manière aussi de faire de l'alpinisme maintenant qui peut être que pour peu de gens, parce que bon, je veux dire, ils prennent aussi des risques énormes, quoi, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir monter, surtout sur des sommets aussi hauts, en allant très très vite, hein. Donc en même temps c'est dangereux et puis voilà, c'est une autre manière de faire de l'alpinisme maintenant qui se développe parce il y a plus grand chose d'autre à faire. Mais bon, après il y a quand même encore des montagnes, je pense, beaucoup de montagnes dans le monde qui sont peu explorées et à mon avis il y a quand même certainement encore des choses à faire même qui n'ont pas été faites ou qui ont été peu faites, et qu'est-ce que ça peut faire?
hein, que ça ait déjà été gravi. Ce qui compte, c'est soit quand on y va, c'est de, voilà, c'est le plaisir qu'on en a et c'est quand même le but pour moi de la montagne, hein, vraiment c'est d'en profiter sans être dans un système où tout est prévu d'avance. Et non, il faut que ça reste quelque chose aventureux. Voilà, c'est quand même le summum un petit peu de l'alpinisme. Hein. Faut pas que ça soit tout prévu, tout marqué. Ouais. Et si vous aviez justement une expérience en montagne à revivre qui vous a particulièrement marqué, ce serait laquelle et pourquoi? Alors, qui m'a marqué, eh bien, je sais pas, on peut dire peut-être au Pérou. Hein, nous, on est allé plusieurs fois au Pérou et on a fait vraiment des voies magnifiques. Voilà, on n'allait que jusqu'à 6200 mètres, hein, mais on a fait le sommet de l'Alpamayo, par exemple. C'est très esthétique. Et moi, ça, j'en garde un super souvenir parce que c'était une période où j'étais bien en forme et j'avais trouvé ça magnifique. Et on l'a fait dans des conditions où on a été tout seul pendant 4 5 jours. C'était ce que j'aime dans l'alpinisme, hein, c'était de faire une belle voie dans des bonnes conditions et voilà, et d'en garder un souvenir après pendant des années. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous profitez de la montagne? Alors aujourd'hui, c'est plutôt l'escalade, hein, c'est encore l'escalade parce que bon, bah, c'est plus facile. Il n'y a pas forcément des grosses marges d'approche. Maintenant, l'escalade, ça s'est quand même beaucoup démocratisé. On peut faire ce qu'on appelle de l'escalade sportive, hein, c'est-à-dire les falaises, elles peuvent être très près de la route ou pas loin. On peut y aller pour une demi-journée, pour 2 heures, pour la journée. Donc, ça demande pas trop d'organisation, c'est bien équipé. C'est le plaisir physique de grimper. Voilà. Ça, c'est agréable. Et puis, bon, il y a le ski encore. Bon, moi, j'aime beaucoup le ski, hein, donc je fais encore beaucoup de ski randonnée pendant l'hiver, plutôt à la journée, parce que ben, non, j'ai pas trop envie de porter des gros sacs, mais il y a des manières de faire aussi des petits raids sans que ça soit trop compliqué de porter des sacs. Hein, voilà. Comment finalement, avec tout cet héritage, voilà, de pionnières, de premières de cordée, vous le dites dans votre livre, hein, parmi les femmes qui suivent leur mari, je suis la seule dans les premiers temps à avoir le droit d'être première de cordée. Comment est-ce que tout cet héritage en tant que guide de haute montagne, vous voulez qu'il soit perçu? Tout le barouf qu'il y a eu autour du guide, là, ça m'a vraiment étonnée parce que bon, je ne pensais pas que ça ferait autant de bruit dans le milieu. Ah oui, votre expérience à vous, vous voulez dire? Oui, disons que le fait d'avoir passé le guide, ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. Moi, je m'y attendais pas du tout. Et il a fallu quand même que je l'évacue un peu d'une manière ou d'une autre parce on était trop dérangés, aussi bien par des journalistes, il fallait aller à la télé, monter à Paris, etc. Bon, pendant, disons, quelques mois, j'ai j'ai- j'ai- j'ai été un petit peu ballottée dans ce genre de choses. Et après, donc, on a décidé bon, ben, de laisser un petit peu de tomber et puis de faire notre vie. Et le fait d'être à Briançon, c'était quand même une bonne solution parce que nous, à Briançon, on est, on n'est pas à Chamonix. Et Briançon, c'est beaucoup plus ouvert et ça nous permettait aussi de vivre avec des guides plus jeunes qui n'avaient pas forcément euh, tout un passé un peu contre les femmes. Voilà. Mais j'imagine que vous espérez qu'il y ait de plus en plus de femmes qui soient guides, c'est quand même important. Oui, oui, bah, disons, moi, ça me plaît hein, qu'il y ait des femmes, parce que les femmes sont, à mon avis, autant capables que les hommes et elles apportent des choses différentes dans la pratique du métier. Bon, mais ça me plaît de voir effectivement des femmes, hein, c'est sûr. Et aussi bien, d'ailleurs, maintenant, on voit en escalade, on voit le niveau des femmes, il est pratiquement le même que les hommes. Ouais. Donc, ça prouve que les femmes, elles ont leur place aussi dans ces sports. Et voilà, donc c'était important bon, peut-être que la voie soit ouverte, mais en tout cas, si elle aurait été ouverte après, parce que on peut pas aller contre. Hein. Maintenant, disons que voilà, les femmes maintenant, elles prennent leur place partout
Donc voilà, il fallait que ça arrive. Mais il y a encore du travail, quand même, Oui, pour aller je à pense qu'il y a l'égalité. oui, je pense qu'il y a encore du travail. Merci infiniment, Martine, d'avoir été la première invitée de cette 5e saison du Camp de Base, le podcast des rencontres au sommet. Eh ben, merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà. C'était super. Le Camp de Base avec Martine Roland, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve le dernier lundi d'octobre. On parlera de musique et de glacier. À très vite dans le Camp de Base, l'émission des rencontres au sommet.